Je vais rappeler pour celles et ceux qui l'ont oublié comment s'élabore, se rédige et se valide un rapport comme celui qui a été publié le 9 août. Et puis après, on engagera la discussion sur comment est-ce qu'on peut améliorer peut-être l'impact médiatique et sociétal de ce genre de publication. Allez, on va y aller doucement. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de rejoindre le 20e webinaire de l'Association des journalistes de l'environnement. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui François Cassou, qui est l'un des très nombreux auteurs du rapport du premier groupe du GIEC, qui est aussi directeur de recherche au CNRS et détaché au CERFAX, le Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique, qui est basé à Toulouse. Nous avons également Olivier Boucher, directeur adjoint de l'Institut Pierre-Simon Laplace et responsable de son centre de modélisation du climat, et François Gemène, auteur lui aussi du GIEC, maître de conférence à l'Université de Liège et spécialiste des migrations climatiques. Nous organisons ce webinaire aujourd'hui. C'est un format un petit peu particulier. L'idée n'est pas cette fois-ci de rechercher la vérité absolue, mais d'essayer de répondre tous ensemble à une question qui est peut-être une question sotte. C'est est-ce qu'on peut améliorer l'impact médiatique et sociétal des rapports du GIEC? L'idée étant que pour toutes celles et ceux qui ont dû rédiger leur papier le 9 août, vous vous rendez compte que c'est compliqué de parler d'un rapport que finalement on n'a pas eu, puisque le 9 août, aucun d'entre nous n'y avait accès. Et puis, c'est pas forcément évident, en quelques heures, de faire la synthèse d'un rapport de plus de 4000 pages. Ceci pouvant peut-être expliquer aussi le fait qu'il y a énormément de bêtises qui sont dites, beaucoup de choses qui sont évidemment oubliées. Et donc, on va tenter de voir avec nos trois invités si on peut imaginer améliorer tout ça. Je précise que le GIEC était évidemment invité à cette réunion et que nous attendons toujours sa réponse. Christophe Cassou, vous êtes donc l'un des auteurs du rapport du premier groupe du GIEC de cette année. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu comment ce très gros document est élaboré, est pensé, élaboré, rédigé et puis validé? Merci Valérie de cette invitation. Alors, je vais partager mon écran comme on a convenu parce que j'ai préparé quelques slides. Voilà. Est-ce que vous voyez? Ça s'intitule « Le processus d'établissement des rapports du GIEC ». Ah, je vous ai perdu. Non, c'est bon? On le voit. Ah, parfait. Donc oui, bon, je vais vous décrire de manière un petit peu exhaustive, en fait, la manière dont ces rapports sont établis, avec un focus sur le 6e rapport qui est en cours de publication. Donc, alors, je vais passer, voilà. Donc, vraiment extrêmement rapidement, hein, le GIEC a été créé en 1988, donc il y a un peu plus de 30 ans maintenant. Et donc, il produit de manière périodique des rapports d'évaluation sur les sciences du climat. Et sciences du climat doit être pris vraiment avec un sens très large, comme j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, ces rapports d'évaluation sont en fait les produits finaux de ce qu'on appelle dans le jargon GIEC des cycles d'évaluation qui durent 6-7 ans. Et donc, on en est aujourd'hui au 6e cycle, qui est représenté donc ici, hein, sur cette frise. Donc, vous avez en bas les dates des rapports précédents. Et puis, en haut, sur cette frise, les événements qui sont rapportés à ces rapports généraux, qui ont nourri les négociations en termes de politique climatique qui sont listés ici en haut, hein, le protocole de Kyoto, l'accord de Paris, etc. etc. Donc, je disais un petit peu sciences du climat pris au sens large parce que en fait, le GIEC il se compose de 3 groupes de travail.
euh, chacun de ces groupes en fait produit son propre rapport. Et c'est la compilation de ces trois rapports qui va servir à l'écriture d'un document de synthèse qui va terminer donc ce cycle d'évaluation. Donc juste sur la droite, là vous voyez, j'ai rappelé les prérogatives de chaque groupe. Le groupe 1 qui s'intéresse aux bases physiques, bases géophysiques du climat et du changement climatique. Donc c'est celui qui vient de publier son rapport au mois d'août dernier. Le groupe 2, auquel appartient François Gémen, donc, qui porte sur les impacts du changement climatique, la vulnérabilité des sociétés humaines, et puis aussi évidemment des écosystèmes. Il traite également de l'adaptation. Et enfin, en bas, donc, il y a le groupe 3 qui évalue les solutions possibles à engager pour atténuer le changement climatique, qui passe par la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Alors, j'ai introduit ici deux mots et je reprends, j'ai volé la définition de l'adaptation et l'atténuation à François, parce que j'aime beaucoup la manière dont il introduit ces deux termes. Donc, le groupe 2, il travaille sur l'adaptation, donc il vise à essayer de gérer les changements qui sont déjà inévitables. Et puis, le groupe 3, c'est l'atténuation qui vise à éviter ce qui peut devenir ingérable. Et je trouve que ça définit très, très bien les prérogatives de ces deux groupes. Alors, un petit focus donc, sur ce sixième rapport. Donc, ce sixième rapport, comment s'organise un cycle, un cycle le cycle du GIEC. Et donc, je vais m'attacher maintenant juste à ce sixième cycle, donc, qui est le dernier cycle. Donc, je vous le disais, il dure à peu près 6-7 ans. Il a commencé en 2015 par une réunion de cadrage, en fait, qui rassemble des experts qui sont désignés par les gouvernements et puis qui inclut également des organisations qui ont un statut d'observateur dans tout le processus du GIEC. Les observateurs sont présents dès le début du cycle et aussi à la fin, comme on va le voir pendant la séance d'approbation. Donc, il y a cette réunion de cadrage, cette réunion préparatoire. Ensuite, le GIEC donc, approuve la structure du sixième cycle. Et puis, voilà. Donc là, dans ce sixième cycle, on en est à 2016. Et donc, c'est en 2016 qu'il y a aussi l'entérination ou l'entérinement, je ne sais pas comment on dit, de la production de trois rapports spéciaux qui portent sur les conséquences d'un changement planétaire à 1,5 degré, les conséquences du changement climatique sur les océans et sur les continents, sur la cryosphère, et un troisième rapport sur les terres immergées. Et donc tout ça, ça forme, ces trois rapports spéciaux plus le rapport général forment le sixième cycle. Alors ensuite, une fois que cette structure est adoptée, les auteurs sont désignés. Donc en fait, les gouvernements et puis les organisateurs désignent des experts à titre d'auteur. Et c'est le bureau des trois groupes qui sélectionne les auteurs. Donc, à titre d'exemple, pour le groupe 1, il y a eu 700 auteurs qui ont été pardon, au total, groupe 1, groupe 2, groupe 3, c'est 700 auteurs en tout. Pour le groupe 3, il y a eu 500 noms proposés et au final, 234 auteurs qui ont été retenus. À peu près 500 noms, je ne me souviens plus le chiffre exact. Et donc, pour être auteur du GIEC, en fait, on candidate auprès du point focal de chaque pays, en tout cas pour le groupe 1, je crois que c'est pareil pour les autres. On candidate sur le point focal, et puis ce point focal, c'est le correspondant du pays, et c'est le bureau du GIEC ensuite qui fait la sélection parmi les différentes candidatures qu'il a reçues, suivant les critères d'expertise, suivant l'équilibre homme-femme, l'équilibre entre pays développés et pays émergents, etc. etc. Et puis ensuite, on rentre donc, on revient vers la gauche là sur mon graphe, on rentre au milieu, on rentre dans le cycle d'écriture avec donc la rédaction du rapport avec trois versions avant cette version finale qui va être qui a été réalisée là le 9 août pour le groupe 1. Donc ces versions, on les appelle des brouillons. Souvent, on entend voilà, notre jargon, c'est brouillon, draft en anglais. Et en fait, pour chaque brouillon, il y a un processus de révision
ici, c'est patates rouges et oranges là, que j'ai mis, des processus de révision qui aboutissent en fait à la collection de commentaires pour chaque brouillon qui sont en discussion. Donc, après le premier brouillon, il y a les commentaires viennent des experts, experts climat. Hein. Pour le deuxième brouillon, pour la deuxième mouture, les commentaires sont ouverts aussi, évidemment aux experts, mais aussi au gouvernement, qui font appel à leurs propres experts. Et en tant qu'auteur, on doit répondre à tous les commentaires. Ça, c'est vraiment la règle du jeu. Voilà, donc il y a tout ce processus de co-construction en fait, entre les auteurs et puis les membres des gouvernements sur la fin. Et puis à la toute fin, donc, il y a une première version du résumé aux décideurs qui est établie avec la version finale du rapport, une fois qu'on a vraiment compilé l'ensemble. Cette première version, elle est donnée à réviser au gouvernement seul, enfin aux représentants des gouvernements. Et ensuite, c'est cette version révisée. Alors, on n'est pas obligé de répondre aux commentaires écrits, aux commentaires des gouvernements. Ça, c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Et on a répondu à énormément de commentaires avant. Donc, on n'est pas obligé de répondre à ces commentaires-là, mais c'est cette version révisée qui va ensuite en séance d'approbation. Et cette séance d'approbation où c'est une réunion en fait entre les délégués gouvernementaux et puis les auteurs du résumé aux décideurs. Ces délégués gouvernementaux, ils représentent les 195 États de l'ONU et donc le résumé aux décideurs est scruté ligne par ligne, ou phrase par phrase plutôt, et puis il est approuvé à l'unanimité qui correspond donc au consensus entre auteurs et puis délégués, quoi. Alors, je vais juste lister ici quelques idées fausses associées au résumé aux décideurs. J'ai perdu la moitié de mon écran. Je ne sais pas pourquoi. Ah, je suis désolé, j'ai perdu un petit peu de... Voilà. Donc, quelques idées fausses hein, sur le résumé aux décideurs. On entend beaucoup que le résumé aux décideurs est écrit en grande partie par les gouvernements et son contenu est largement modifié. Ça, c'est une des idées fausses qu'on peut lire et qu'on peut entendre. On entend aussi que les conclusions du résumé sont amoindries par les délégués gouvernementaux et que ce processus d'approbation est opaque. Alors, ce n'est pas le cas. Hein. Donc, le résumé aux décideurs, il est écrit par les auteurs. Hein, et donc, les gouvernements n'interviennent que par leurs seuls commentaires. Et leurs commentaires, généralement, portent sur des demandes de précision ou de traçabilité, sur les niveaux de confiance. Ils pointent des incohérences. Et ils notent également les contenus manquants, etc., etc. Donc, le résumé n'est pas écrit par les gouvernements, mais par les auteurs eux-mêmes. Les conclusions ne sont pas amoindries. En tout cas, mon expérience du WG1, du groupe 1, parce que donc, durant le processus d'approbation, il y a vraiment un échange entre les délégués et puis les auteurs pour que les conclusions soient explicitées de manière les plus robustes et puissent leur servir en fait pour la décision. Et en fait, je vais vous montrer à la fin juste un exemple. Le résumé ne change pas fondamentalement avant et après la séance d'approbation. Et puis, donc, sur le troisième point, le processus n'est pas opaque. Il y a des observateurs et il y a un résumé qui est fourni par cet organisme-là qui est disponible. J'ai donné l'adresse web, qui vraiment est un compte-rendu qui est public de toutes les discussions qu'on a eues au cours qui se déroulent autour de cette séance d'approbation. Alors, donc, juste un focus sur le WG1 parce que c'est là où c'est le rapport qui vient de sortir. Comme vous disiez, donc c'est 234 auteurs de 65 pays, environ un tiers de femmes, un tiers à un quart de femmes, 2 tiers de nouveaux auteurs dans ce processus-là. Je vous ai parlé de commentaires à chaque fois qu'un brouillon est produit. Donc, le processus de relecture a conduit à environ 78 000 commentaires auxquels les auteurs ont répondu un par un.
et ces commentaires et les réponses de commentaires sont publics également et accessibles sur le site de l'IPCC. Ouais, donc 78 000 commentaires. Et puis, donc ça, ils vont être accessibles sur le site de l'IPCC dans quelques semaines. Et puis, donc, on a eu, pour le résumé aux décideurs, 3200 commentaires qui venaient des gouvernements eux-mêmes. Voilà, ça vous donne un ordre de grandeur de tout ce qu'il y a derrière, en fait, un résumé, derrière un rapport d'un groupe, pour éviter de dire… voilà, donc ça permet peut-être d'éviter aussi de dire, quand le rapport est sorti, il y a eu une interview, je ne dirais pas sur quelle chaîne de télévision, où le rapport avait été présenté comme écrit par 2 personnes. Et donc voilà, donc il y a toute cette machinerie qu'il y a derrière ces rapports du GIEC. Alors je vais juste terminer par quelque chose qui est intéressant, que je trouve intéressant, qui porte sur en fait comment en fait on écrit nos conclusions, on fait notre évaluation, parce que bon, pour ce 6e cycle dans le groupe 1, on a évalué 14 000 publications scientifiques. Alors, je vais vous montrer comment ce qu'on appelle le processus de distillation, qui permet de partir de la littérature scientifique à la conclusion scientifique. Je pense que c'est intéressant de comprendre ce processus de maturité, ce processus d'évaluation qu'on met en place. Alors, il y a trois étapes. Je vous montre ces 3 étapes, sont cette grille d'évaluation pour toutes les problématiques qui sont dans le rapport. Donc, la première, c'est de rassembler toutes les informations qui traitent donc de cette problématique à partir de la littérature scientifique. Donc, sur la gauche, vous avez représenté la littérature scientifique. Et puis, donc, ces informations peuvent être de nature diverse, venir d'observations, d'expériences, de théories, de statistiques, de modèles, etc., etc. Donc, on collecte toutes ces informations à partir des papiers scientifiques et on évalue ce qu'on appelle le niveau de preuve, donc en termes de qualité, en termes de quantité, en termes de cohérence, etc. etc. Et à partir de cette évaluation, on en détermine, on voit s'il y a assez d'accords scientifiques pour aller plus loin, ou pour simplement donner une indication sur la problématique que l'on a. Alors, si on peut aller plus loin, la deuxième étape consiste à attribuer un niveau de confiance à la conclusion qu'on va établir. Alors, pour attribuer un niveau de confiance, donc on l'attribue en fonction de cette grille d'évaluation qui est donnée ici au centre de mon graphe, avec en entrée, en abscisse, l'évaluation des preuves, la quantité, la qualité, la cohérence, et en ordonnée, donc sur l'axe des Y, la cohérence entre ces preuves. Et donc, plus les preuves sont robustes et sont d'accord entre elles, plus le niveau de confiance est élevé. Donc, on est sur le cadran haut droit, avec, donc vous avez en bas les niveaux de confiance qu'on attribue. Donc, ça va de confiance très élevée, en bleu foncé, à confiance très faible en blanc cassé. Donc, plus on a d'accords, plus on a de preuves robustes, et plus l'accord est fort, plus les niveaux de confiance sont élevés. Et puis l'inverse, quand l'accord est faible. Alors, il y a une dernière catégorie qui est celle tout à fait en haut, qui s'appelle fait établi, qui est ici en orange. Et cette dernière catégorie, il n'y a pas de niveau de confiance associé, parce qu'en fait, on a un ensemble de faisceaux de preuves, on va dire, qui sont indépendantes et qui sont concordantes, et qui font que la conclusion, en fait, ne peut pas être autre chose, quoi. Donc, il n'y a plus de niveau de confiance, il n'y a plus rien. On sait que voilà, c'est un fait établi. Comme la Terre est ronde, voilà, c'est un fait établi. Et donc, une fois si on peut déterminer un niveau de confiance, et si le niveau de confiance est élevé, dans ce cas, on passe à une troisième partie qu'on appelle qui consiste à quantifier, en fait, aller plus loin dans la quantification de la conclusion. Et donc là, on va plus loin en déterminant en fait la probabilité, et on essaie d'inclure les notions d'incertitude sur cette conclusion. Donc, il y a plusieurs niveaux de probabilité qui sont donnés en bas, quasi certain, extrêmement probable, etc., etc.
Et donc là, on évalue le pourcentage de chance de la conclusion qu'on a établie. Alors, j'ai juste ici donné un exemple sur du fait établi en passant par la probabilité et la confiance. Donc, le fait établi, dans ce nouveau rapport, on écrit qu'il est sans équivoque que l'influence humaine a réchauffé l'atmosphère, les océans et les continents. Et ça vient donc de la compilation de l'ensemble d'informations qui fait qu'on arrive à ce fait établi. Ça ne peut pas être autrement. Donc, il n'y a plus de probabilité. Une deuxième conclusion, donc là, c'est sur la température. Une deuxième conclusion sur les précipitations. Donc, il reste encore on peut quantifier les changements de précipitations. Et donc, il est écrit, il est probable que les précipitations globales sur les continents ont augmenté depuis 1950. Probable que, ça veut dire plus de 2 chances sur 3. Oups. Plus de 2 chances sur 3. Et dans la même phrase, elle se termine par « avec une accélération depuis les années 1980 ». Et donc là, on voit que, en fait, pour cette conclusion-là, on ne peut pas quantifier parce que les observations sont pas de bonne qualité, parce que les modèles ne sont pas forcément cohérents. Donc, on ne peut pas quantifier. Par contre, on donne un niveau de confiance. Donc ici, c'est confiance moyenne. Voilà. Donc, juste pour vous montrer ici la différence entre une évaluation et un papier. La conclusion du GIEC n'est pas la conclusion d'un papier, c'est la conclusion d'une évaluation qui est passée par tous ces filtres qu'on appelle donc la distillation. Et je conclus uniquement maintenant sur sans équivoque, parce que pour moi, c'est un sans équivoque qui passe à la postérité, sans équivoque sur le fait que l'influence humaine sur le climat est désormais sans équivoque, désormais un fait établi. Alors, sur cette slide, tout à fait en haut, je ne sais pas si vous voyez, bon, est reproduite la phrase qui est aujourd'hui dans le résumé aux décideurs, et que je réécris ici sur la droite, ce que j'ai appelé après négociation. Donc, après négociation, il est écrit qu'il est sans équivoque, blablabla. Bla. Et je vous ai mis tout au-dessus la phrase avant négociation. C'est-à-dire qu'avant le passage par les gouvernements, et on avait écrit « L'influence humaine a réchauffé le système climatique et les changements rapides et à grande échelle ont lieu ». C'était toujours un fait établi. On était arrivé à cette conclusion-là. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que comment cette phrase a évolué en fonction des interventions des différents pays. En fait, certains pays ont demandé à ce que cette phrase soit renforcée, dans le sens où il y avait assez de matériel scientifique, assez d'évidence, assez de preuves, pour la rendre plus forte, et on demandait l'inclusion de ce mot sans équivoque. Donc, c'était déjà un fait établi, et des pays, alors là, sur la gauche, j'ai fait une capture d'écran, en fait, du compte-rendu qui est disponible sur le web de cette séance de négociation, où on voit quels sont les pays qui ont demandé à ce que ce mot sans équivoque soit inclus, et quels sont les pays aussi qui s'y sont opposés. Donc voilà, tout est public, et on est arrivé en fait à cette phrase qui est plus forte parce que le sans équivoque a été inclus, et qui est aussi plus précise parce que en fait, le système climatique n'était pas assez précis, parce que le sans équivoque porte vraiment sur les trois sous-systèmes qui sont l'atmosphère, l'océan et les continents. Donc juste pour rebondir sur ce que je disais, les séances d'approbation ne réduisent pas forcément la portée des messages, ils peuvent être renforcés. Alors à l'inverse, on donne juste un autre, c'est celui-là, où dans notre… donc ici, vous avez… c'est dans la légende du graphe qui montre les trajectoires des émissions de CO2 passées et futures, ou dans la version que nous, initialement, avions produite, on disait les émissions de CO2 liées à l'utilisation d'énergie fossile, à l'industrie et à l'utilisation des sols. Et en fait, après négociation, donc l'Arabie saoudite a demandé à ce que les sources d'émissions soient enlevées, parce que ce n'est pas le mandat du groupe 1, c'est le mandat du groupe 3. Et donc, en fait, ces sources d'émissions ont été enlevées, et donc a été remplacées par issues de l'ensemble des secteurs. Voilà, donc ici, je vais aller rapidement,
vais passer. Ben voilà, je pense que j'ai terminé. Donc là, ça vous donne une vue d'ensemble en fait du sixième cycle, hein, avec ses rapports spéciaux, les rapports généraux. Donc j'espère que vous voyez un petit peu mieux tout ce qu'il y a, le backstage en fait derrière les rapports du GIEC, hein. Et puis moi je dirais que cet ensemble de filtres, il produit une évaluation qui est vraiment exhaustive, qui je pense est objective, hein, vraiment objective le plus possible, qui est une co-construction entre les auteurs, entre les représentants des gouvernements sur la fin, avec à chaque fois le schéma de fonctionnement est tel qu'il y a ce souci de rigueur, de transparence. Je n'ai pas parlé de traçabilité, que tout est traçable dans le rapport, et puis reproductibilité également, où dans ce sixième rapport, on fournit les données qui nous ont servi à faire l'évaluation. Donc voilà, maintenant on connaît ce qu'il y a derrière ces rapports, donc je pense que ça peut être vraiment intéressant de se poser la question de comment améliorer, alors non pas le processus en tant que tel, mais peut-être que les prérogatives du GIEC, ou en tout cas de se passer à un niveau un peu plus macro, et le fonctionnement des trois groupes qui opèrent un petit peu, à mon avis, de manière cloisonnée, et puis comment rendre ces rapports aussi beaucoup plus utilisables. Merci Christophe pour cette J'étais un peu long, je pense. introduction. Vous avez assuré vous-même la transition, je n'ai pas grand-chose à dire. Ça fait donc 30 ans que le GIEC publie des rapports d'évaluation et des rapports spéciaux, sans que finalement nos dirigeants n'aient beaucoup accéléré le processus d'atténuation et d'adaptation de nos sociétés. Alors, comment faire en sorte pour améliorer l'efficacité et médiatique et sociétale de ces très gros rapports? Olivier Boucher, François Gemène, vous avez vous avez fait des propositions lors de la publication du rapport du groupe 1. Est-ce que vous pourriez l'un et l'autre rappeler un petit peu comment vous voyez les choses pour améliorer l'impact du GIEC? Olivier, peut-être, pour commencer? Oui, bonjour à tous. Donc, déjà en préambule, je veux dire que les auteurs de l'AR6, en tout cas ceux du Working Group 1, puisque c'est le rapport qui a été publié, hein, et puis les autres suivront, font un travail formidable, et que je trouve que la communication aussi autour du rapport a été bien maîtrisée pendant l'été. Après, je pense que la question de Valérie est tout à fait pertinente. Comment est-ce qu'on peut améliorer? Alors, il y a eu plusieurs questions, hein. Tu as posé comment est-ce qu'on peut améliorer la communication du GIEC. Après, dans un de tes emails, c'était comment peut-on améliorer le fonctionnement du GIEC. Maintenant, c'est comment peut-on améliorer l'impact médiatique et sociétal des rapports du GIEC. Donc, en fait, il y a plusieurs questions. Et c'est vrai que moi, j'ai senti un petit sentiment de frustration, hein, cet été au moment de la sortie du Working Group 1. Alors, ces différentes questions, en fait, je vais peut-être plutôt répondre à la question de comment on peut améliorer, enfin, pas répondre, mais discuter de la question de comment on peut améliorer le fonctionnement du GIEC et sa structure et le contenu des rapports, parce que je pense que les autres points en découlent finalement. C'est ça peut-être qu'il faut réformer, et après peut-être ça facilitera justement les questions sur l'impact, sur la communication. Alors peut-être on peut rappeler que le GIEC il a quand même été créé en 1988 et que avec cette structure en trois groupes de travail, et que ça n'a pas vraiment évolué depuis, hein. Déjà, à la fin de la R4, donc le quatrième rapport d'évaluation en 2007, moi je me souviens de discussions avec les collègues sur qu'est-ce qu'on pouvait changer dans la structure des rapports. Est-ce qu'il faut toujours des rapports d'évaluation avec des cycles à 6-7 ans, des gros rapports, etc. Bon, nous, on était plutôt d'avis qu'il fallait peut-être aller vers des rapports plus petits, un mode de fonctionnement plus agile, avec des rapports qui répondraient à des questions précises, plutôt que de faire une revue de l'intégralité des sciences du changement climatique. Bon, ça n'a pas été suivi d'effet. À la fin du cinquième rapport d'évaluation, Thomas Stocker, qui était donc le vice-père du Working Group 1, avait signé un article dans Nature où il reposait la question, mais il ne faisait pas non plus de propositions
très révolutionnaires. Hein. Ils appelaient pour un soutien institutionnel aux auteurs, un cycle plus long, et puis des topical assessment papers. Donc ça, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus novateur. Et puis, ils proposaient que les groupes de travail 2 et 3 décalent leur cycle, ce qui a été fait. Mais bon, au final, ils proposaient quand même pas grand-chose. C'était pas la révolution. Il fallait peut-être pas attendre de ça non plus de Thomas Stocker. Et puis, de toute façon, pas grand-chose n'a été retenu. Hein. On voit bien qu'il y a quand même beaucoup d'inertie dans la structuration du GIEC parce qu'il faut le consensus, parce que c'est pas facile d'avoir le consensus avec d'autres pays, etc., etc. Et donc, la R6 est repartie un peu sur le même schéma. Et donc, là où j'ai un peu de frustration, c'est que le premier groupe de travail a publié son rapport cet été, essentiellement avec les mêmes conclusions que la R5. Il n'y a quand même pas énormément de nouveautés. Il y a des petites différences qui ont été mises en relief, mais des fois, ce sont simplement même des différences de présentation. Si on reprend deux exemples hein, sur le fait que le 1,5 degré sera atteint en 2030 et peut-être 10 ans plus tôt que ce qui avait été dit avant. Même ça, c'est pas si clair. Je pense qu'il y avait quand même dans le SR 1.5 des indications comme quoi le 1.5 il serait franchi assez tôt. Puis peut-être c'est simplement que le SR 1.5 avait prêché par excès d'optimisme. Sur le caractère un peu plus réversible du changement climatique actuel, qui a aussi été présenté comme un fait nouveau. Pour moi, ça découle plus du fait que maintenant on s'autorise des scénarios qui sont très très agressifs, qui sont très radicaux en termes de décroissance d'émissions, et donc des scénarios un peu plus improbables sans doute. Et c'est là où justement on est un petit peu coincé quand on décale ces groupes de travail, c'est qu'on ne peut pas vraiment parler du contenu des scénarios alors qu'on aurait vraiment besoin d'aller décortiquer ce qu'il y a dans ces scénarios. Alors peut-être c'est le rôle de Working Group 3 et ça va venir avec la publication de leur rapport, mais c'est là où voilà, le cadençage des trois rapports ne fonctionne plus vraiment. Quelque part, le premier groupe de travail, il peut être que catastrophiste, donc, parce que voilà, par la nature de ce qu'on annonce. Alors, il essaye d'avoir un message plus positif, mais voilà, seul, sans le deuxième et le troisième groupe de travail, c'est pas facile. Et donc, on a toute une communication qui est un petit peu décalée, je dirais, par rapport à l'urgence climatique. Et puis, voilà, qu'est-ce qu'on dit une fois qu'on a dit qu'il faut diminuer les émissions, qu'il faut aller à la neutralité carbone, qu'il faut s'adapter, voilà, qu'est-ce qu'on dit et là, on n'a pas vraiment de réponse dans le premier groupe de travail. Alors, il y a quand même pas mal de choses sur le régional qui auraient peut-être pu être mis plus en avant, je ne sais pas. Et les réponses sont souvent d'un petit peu de trop haut niveau, quoi. La question, c'est comment ensuite on descend à plus bas niveau. Donc, alors, il y a quand même des choses intéressantes hein, dans le dernier cycle du GIEC, c'est les rapports spéciaux. Je trouve qu'il y a finalement beaucoup plus d'informations intéressantes ou peut-être plus d'impact sur les rapports spéciaux, le SR 1,5, le rapport spécial Terre, sur les terres émergées, le rapport spécial sur les océans. Et ces rapports interdisciplinaires, qui font intervenir plusieurs groupes de travail, ils sont d'une grande valeur. Peut-être c'est un modèle dont il faut s'inspirer un peu plus, mais la difficulté, c'est qu'un rapport spécial, c'est quasiment la même quantité de travail qu'un rapport d'évaluation. Alors, c'est un petit peu moins d'auteur, donc de ce point de vue-là, c'est un peu plus léger, mais après, en termes de cycle, de nombre de brouillons, de relecture, de processus de review, c'est quasiment la même chose. Et donc, ça veut dire qu'on est quand même limité dans le nombre de rapports spéciaux qu'on pourrait faire pendant un cycle. Et puis, je pense qu'il faut vraiment aller vers des rapports qui sont plus tournés vers les solutions, qui sont peut-être plus territorialisés, mais là, je ne sais pas exactement comment faire. Il faut peut-être ne reprendre que ce qui est vraiment nouveau. Est-ce qu'il faut refaire un rapport sur l'intégralité des sciences du climat, ou est-ce qu'il faut peut-être se concentrer vraiment sur là où on pense que les connaissances ont évolué? Donc tout ça, c'est des questions que je pose. Et puis, moi, je ressens aussi un manque sur le suivi de l'accord de Paris. Le GIEC ne le fait pas. Alors, il y a d'autres organismes qui le font. Les Nations Unies le font un peu avec le UN Gap Report. Puis après, il y a des ONG comme Climate Action Tracker. Mais je trouve que leur méthodologie est vraiment pas transparente. Ils n'ont pas la rigueur du GIEC, et donc je pense que le GIEC pourrait jouer un rôle. Après, pour ce qui est plus de la surveillance du climat, là, on a d'autres organismes qui font les choses, je pense, très proprement, comme Copernicus, comme les agences de météo ou spatiales. Et donc,
Donc là, il y a peut-être moins de demandes. Donc voilà un petit peu quelques éléments que je veux mettre sur la table. Et puis je pense que François, il a aussi sans doute d'autres idées. Eh bien, la parole est à François, justement. Merci beaucoup Valérie, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, peut-être avant d'aborder le contenu un peu plus critique sur l'apport du GIEC, je pense qu'il faut d'abord souligner effectivement l'énorme quantité de travail et de rigueur scientifique qui est mobilisée pour ces rapports. Mais ça n'empêche pas, je crois, de devoir réfléchir dès maintenant, même avant la fin de la publication du 6e rapport, à comment faire les choses mieux. Moi, ce qui me frappe en tant qu'auteur du GIEC, c'est le fait que, comme le disait Olivier, que les choses, en fait, bougent très, très peu et qu'il y a une sorte de paradoxe et peut-être même de dissonance cognitive entre des rapports qui appellent une action politique urgente et radicale et en même temps un mode de production scientifique qui a une sorte de train de sénateur parfois un peu lénifiant, où c'est un énorme paquebot, le GIEC, dont on ne parvient pas vraiment à le faire changer de direction, à la fois parce qu'il y a un processus d'approbation très très lourd, il faut rappeler que c'est une organisation intergouvernementale, et parce qu'il y a une sorte de dépendance de sentier qui fait que globalement, chaque rapport répète un peu les mêmes choses que le précédent, qui fait que malgré un processus de renouvellement des auteurs, c'est quand même quelques dizaines d'auteurs, je dirais, qui tiennent la barque et qui coordonnent l'essentiel des messages. Et donc, c'est parfois très difficile de faire entendre à ces auteurs de nouvelles approches ou de nouveaux sujets, et aussi parce que la table des matières reste malgré tout cadenassée par une réunion avant ce qui s'appelle une sorte de scoping meeting et qui n'implique pas tous les auteurs et qui implique notamment des rapports des auteurs du précédent rapport plutôt que des auteurs du rapport à venir, et qui est ensuite validé par les gouvernements et dont il est extrêmement difficile de se départir par la suite. Et donc, en fait, une fois que la table des matières est validée, il est extrêmement difficile d'introduire de nouveaux sujets. On est sur un truc qui est extrêmement contraint. Et donc, si je prends par exemple la question du deuxième groupe de travail dans lequel je suis versé et qui travaille donc sur la question des impacts, des vulnérabilités et de l'adaptation, on voit par exemple que des sujets qui sont évidemment des sujets importants comme les migrations ou la question des conflits, de la paix et de la sécurité, sont en fait des sujets dont les gouvernements ne veulent pas trop entendre parler. Donc typiquement sur la question des migrations, c'est un sujet qui va apparaître dans quasiment tous les chapitres, mais qui va constituer aucune tête de chapitre parce que les gouvernements ne veulent pas que ce soit un sujet qui arrive dans la table des matières et donc ne veulent pas que ce soit un sujet sur lequel l'attention soit attirée. Et donc je crois qu'il faut pouvoir à la fois se dire qu'est-ce qui fait, ou plutôt où est-ce qu'on en est aujourd'hui. J'imagine pas trop qu'il puisse y avoir à l'avenir une sorte de 9e ou 10e rapport d'évaluation qui répète globalement essentiellement la même chose. Alors bien sûr, il y a des aspects nouveaux qui sont mis en évidence. Bien sûr, on réduit le taux d'incertitude, mais globalement, le message fondamental reste le même. Alors, il faut bien se rendre compte que chaque rapport est aussi lu par de nouvelles personnes. Et parmi tous les lecteurs du 6e rapport, on n'aura pas forcément des gens qui ont déjà eu le 5e ou le 4e, et donc il est utile de rappeler certaines choses. Mais il me semblerait utile, par exemple, d'avoir une sorte de base consolidée qui soit un peu permanente et que chaque rapport, quelque part, soit concentré sur les nouveautés ou les points de réduction des incertitudes, ce qui permettrait d'avoir des rapports plus légers et ce qui permettrait de dégager essentiellement où est la nouveauté. Je pense que ça serait aussi utile d'avoir des rapports à intervalles plus réguliers qui soient peut-être davantage en phase avec la littérature la plus récente, parce que le fait est qu'il y a un tel processus, je dirais, de revue et d'évaluation que sur les 3 ans, je dirais, de rédaction du rapport, il y a 1 année qui est consacrée à la rédaction véritable et 2 ans qui sont consacrés à passer en revue les commentaires. Et soyons clairs entre nous, tous les commentaires ne sont pas d'égale valeur. Il y a des commentaires qui contribuent effectivement à l'amélioration du texte. Il y a d'autres commentaires qui sont un peu pénibles et auxquels il s'agit juste de répondre un par un pour dire qu'on les a pris en compte, mais ce n'est pas des commentaires qui vont véritablement contribuer à l'amélioration du texte. Et donc, je pense qu'il faut avoir une façon de rationaliser un peu
le processus de commentaires. On pourrait avoir des sortes de super commentateurs comme on en a sur certains sites Internet pour quelque part un peu identifier le sérieux que la personne qui commente a mis à faire son commentaire. Je pense qu'il faut aussi aller vers des rapports, comme je disais, plus courts sur certains sujets précis, y compris potentiellement sur certains sujets qui suscitent beaucoup de controverses scientifiques ou beaucoup d'interrogations de la part des décideurs. Le problème, c'est que le GIEC fait toujours des rapports sur ce qui est certain, sur ce qui fait consensus. Peut-être qu'il serait utile aussi d'avoir des rapports sur ce qui fait dissensus et sur les différentes options qui sont considérées par la littérature. Je crois qu'il y a un énorme traumatisme qui reste lié à l'affaire du ClimateGate et à la peur d'être pris en défaut. Mais cette peur d'être pris en défaut conduit parfois à certains phénomènes d'autocensure ou alors conduit parfois à ce que certains travaux, je dirais, plus exploratoires ou plus controversés ne soient pas du tout mentionnés dans les rapports. Et ça, à mon avis, c'est aussi une faiblesse. Et puis, enfin, je pense qu'il faut s'interroger, Olivier en a déjà parlé, un peu sur l'organisation des choses en 3 groupes de travail. On sait que les liens sont de plus en plus forts entre les 3 groupes de travail. On sait que l'idée de publier les rapports à intervalles réguliers, d'espacer la publication des rapports, j'imagine au début, avait un sens en termes de communication parce que ça permettait de faire parler du climat dans les médias à 3 reprises plutôt qu'une seule reprise. Mais maintenant que le sujet du climat est quand même bien installé dans les médias, est-ce que c'est encore utile d'avoir une publication en 3 volumes où j'ai envie de dire, l'un répète un peu ce que dit le précédent, où on donne l'impression de ne pas avoir de solution alors qu'il y a un volume entier qui est consacré aux solutions? Je m'interroge aussi sur le sens à la fois de publier 3 rapports séparément et sur le sens aussi d'avoir encore une sorte de telle disparité entre les 3 groupes de travail. Il me paraîtrait peut-être plus intéressant d'avoir des groupes de travail sur certains sujets qui associent des auteurs de disciplines différentes. Voilà quelques idées en vrac et malheureusement pas aussi bien organisées que dans la présentation de Christophe. Ben voilà, le GIEC habillé pour l'hiver nucléaire. Est-ce qu'il y a déjà un jeu de questions au sein de l'auditoire? Moi, pour lancer un petit peu la discussion, je voulais savoir si les propositions que vous faites nécessitent effectivement un énorme travail diplomatique ou est-ce qu'il appartient simplement au GIEC, à l'équipe permanente du GIEC, de modifier quelques règles qui permettraient de… Non, Est-ce que c'est très compliqué ou pas? C'est un énorme travail diplomatique. Il ne faut pas oublier que le GIEC est avant tout une organisation intergouvernementale. Le I de GIEC, ce n'est pas pour international, c'est pour intergouvernemental. Et donc, toute déviation par rapport à la structure requiert un énorme travail diplomatique et même toute déviation par rapport à la table des matières qui est décidée lors d'une réunion de travail très, très en amont du processus requiert un intense travail diplomatique. Et c'est pour ça, quelque part, qu'il y a aussi un phénomène parfois d'autocensure. J'ai eu des réunions en disant « Oh là là, on ne va pas parler de ça parce que ça risque de déplaire au gouvernement, etc. » Et donc, effectivement, ça requiert un énorme travail diplomatique. Il faut bien garder en tête aussi, le revers de ça, c'est que la force des rapports du GIEC, c'est d'avoir été approuvés toujours par l'ensemble des gouvernements et donc d'être une sorte de fondation scientifique qui n'est contestée par aucun gouvernement. Le revers de la médaille, c'est que toute modification de la structure requiert un énorme travail diplomatique. Et puis, je voudrais insister aussi sur le fait que le processus reste quand même cadenassé par quelques auteurs clés, quelque part, qui connaissent un peu la machine et qui connaissent la musique. C'est très difficile, je trouve, de faire valoir de nouveaux points de vue. Une question de Véronique Ballet. Oui, bonjour. Par rapport aux 3 groupes de travail différents, aujourd'hui, ça a toujours été le cas. J'ai cru comprendre qu'au départ, c'était les 3 groupes rendaient leurs publications, leurs résultats ensemble. Et ensuite, il y a eu une décision de le faire séparément. Ouais, je peux peut-être répondre. Moi, Oui. Il me semble que les 3 groupes de travail ont toujours existé, sauf peut-être au tout début, le premier rapport 88-90, mais enfin après, très rapidement, il y a eu les 3 groupes de travail. Il me semble qu'au moment du TAR, il y avait un décalage, mais qui était très léger entre les 3 groupes, et à partir de la R5, mais peut-être Christophe ou François pourront compléter, ça a décalé un petit peu plus, et là, dans la R6, ça s'est encore plus décalé, et je crois que
la crise du Covid a remis encore un décalage supplémentaire. Mais donc maintenant, on arrive à 6 mois ou 1 an entre dans les publications des 3 rapports. Oui, je complète ce que tu dis, Olivier. Oui, je crois qu'il y a toujours eu ces trois groupes. Hein. Là, le Covid a vraiment joué un rôle sur le décalage. Normalement, on aurait dû avoir 3 mois. Et juste, comme j'ai la parole aussi, je me joins vraiment aux questions que vous avez posées sur le fonctionnement en 3 groupes, la pertinence de ce fonctionnement, l'interdisciplinarité qui serait en fait nécessaire pour améliorer les contenus, vraiment pour tout ce que vous avez dit. Donc je pense qu'on s'oppose. J'espère que tu dis, Olivier, que c'est très lourd à bouger, mais j'espère qu'on aura une réflexion de fond sur ce 7e rapport pour faire évoluer donc cette structure-là qui est très lourde. Et juste, pour rebondir sur ce que disait, ou pour peut-être amoindrir ce que disait François, sur le fait que certains auteurs un peu monopolisent la direction. Je pense que ça dépend peut-être beaucoup des groupes, parce que moi, je n'ai pas ressenti spécialement ça sur le groupe 1, où tout est, enfin, quand on regarde entre le début et la fin du rapport, il y a vraiment des améliorations qui ont été faites, non pas par des auteurs piliers, parce qu'il y en avait aussi, mais pas vraiment par un ensemble d'interactions entre la plupart des auteurs. Donc voilà, peut-être que c'est groupe dépendant, on va dire, ce genre de feeling. Deux autres questions de Julien Leprovost. Bonjour à tous, je me permets de prendre la parole. Première question, c'était de savoir déjà comment est-ce que vous, qui avez participé au rapport du GIEC en partie, comment vous percevez la manière dont les médias l'ont traité et ça a été reçu. Et ma seconde question concernait l'organisation par rapport aux 3 groupes de travail qui peut-être étaient justifiés en 1988 pour des raisons d'organisation. Est-ce qu'aujourd'hui l'essor d'Internet, qui est peut-être pas accessible de façon égale partout dans le monde, ne pourrait pas justement permettre de fluidifier les travaux du GIEC et d'éviter d'avoir ces 3 rapports qui arrivent à des moments différents et qui ne sont pas forcément non plus bien compris du grand public, qui ne fait pas forcément le distinguo entre le rapport du groupe 1, 2 ou 3. Christophe, tu veux peut-être dire un mot sur la manière dont la presse a couvert ça? Alors, je pense qu'il y a eu le premier jour où ça a été relativement bien couvert. Enfin, en tout cas, je parle de la France, hein, malgré la collision entre Messi qui arrive à Paris et puis la sortie du rapport du GIEC. Donc, moi, j'ai trouvé que ça a été relativement bien traité le premier jour, mais ensuite, ça s'est perdu très rapidement. À l'échelle internationale, il y en a eu des retours de la part des personnes en charge de la communication du groupe 1. Et il semblerait qu'à l'échelle internationale, ça soit quand même le rapport qui a eu le plus de couverture parmi tous les rapports. Alors, peut-être qu'il faudrait corriger des grandes tendances sur les divers moyens de communication, en particulier web, mais d'après ce que j'ai vu lu et des retours des services de com, c'est que ça a été bien reçu. Alors en France, moi j'ai trouvé que ça s'est étiolé assez rapidement, et ça repart un petit peu depuis début septembre, mais bon, c'était quand même assez limité au jour du rapport, au jour de sortie du rapport. Je voudrais attirer l'attention sur les difficultés qui sont les nôtres quand nous devons faire notre travail sur un rapport du GIEC. D'abord, on a officiellement, en tout cas, on n'a pas accès aux documents avant le jour de sa publication, ce qui interdit physiquement de travailler sur le matériel original. On ne travaille que sur le résumé pour les décideurs, et encore, c'est une version qui n'est pas tout à fait éditorialisée correctement, puisque généralement les graphiques se baladent un peu partout et que les légendes ne correspondent pas toujours aux graphiques. C'est parfois un petit peu compliqué.
Donc, on n'a pas toujours accès non plus aux auteurs. Quand on y a accès, c'est souvent de façon très restreinte parce qu'évidemment, ils sont extrêmement sollicités. Donc, est-ce qu'il y a matière, moyen pour le GIEC, qui encore une fois était invité à la réunion de cet après-midi, d'améliorer un petit peu ce travail en amont avec les journalistes, parce que c'est, encore une fois, je veux dire, on a tous ceux qui avons écrit le jour de la publication, nous avons travaillé sur une toute petite synthèse d'un document de 4000 pages. Peut-être juste un commentaire par rapport à ça. C'est vrai que moi, ce qui m'a frappé dans le traitement médiatique du rapport du GIEC, c'était que je trouvais que globalement, le traitement médiatique était assez conséquent, mais était focalisé sur des messages clés qui étaient répétés depuis longtemps et que quelque part, les grandes nouveautés, les grandes innovations du rapport passaient un peu, non pas à la trappe, mais étaient un peu réglées au second plan. Par exemple, je trouve qu'une innovation majeure du rapport, c'est sur l'inertie du système climatique qui n'est pas aussi importante que ce qu'on le pensait auparavant. Et j'ai vu peu de choses dans la presse là-dessus, y compris parce que dans la communication qui est faite par le GIEC lui-même, ce n'est pas du tout un événement qui était mis en avant. D'où, je trouve, l'idée ça serait intéressant d'avoir une sorte de bloc commun sur ce qu'on sait, ce qui fait consensus, et puis à chaque rapport de mettre davantage en avant les nouveautés, ce qui permet peut-être permettre aussi quelque part d'avoir une communication plus dynamique avec la presse et de mettre davantage en avant les faits saillants qui sont nouveaux. Pour ne rien vous cacher, comme président d'une association de journalistes français, j'ai demandé au GIEC dès le début de l'année si on pouvait mettre en place des ateliers préparatoires, évidemment sous embargo, etc. Et finalement, ça n'a pas été possible. Donc, on a voulu faire au mieux notre travail et c'était, je ne dis pas qu'on a été entravé, mais en tout cas, on n'a pas forcément été aidé. Moi, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Dans le cadre, par exemple, des assises du journalisme, nous avons besoin d'experts pour expliquer aux jeunes journalistes comment il faut effectivement prendre en compte les rapports du GIEC, les aider à définir un peu leur stratégie en tant que nouveau journaliste. Et pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse de la part des gens du GIEC, des experts du GIEC qui sont trop sollicités, sans doute. Je vais peut-être rebondir sur cet aspect-là. Il faut bien se rendre compte que le GIEC n'a pas de budget. Le budget de fonctionnement du GIEC, c'est tout petit. Donc en fait, les personnes qui sont, la Technical Support Unit, qui gère tout ce processus et puis qui est aussi en charge de la communication, une partie de la communication, en tout cas du groupe 1, elle est prise à 300-400%. Donc, ça serait peut-être et je vous rejoins dans le sens où je pense qu'il y a un lien qui manque entre les auteurs du GIEC et puis les journalistes. Parce que les auteurs du GIEC ne peuvent pas tout faire non plus. Et jusqu'à la fin, on est vraiment sous tension et puis voilà, nos journées n'en finissent plus. Donc, il manque ce lien, mais ce lien-là, je pense qu'il y a vraiment une question de moyens. Alors, est-ce qu'on ne met pas les moyens parce qu'on n'a pas envie de mettre les moyens? Ça, c'est encore une autre question. Mais vraiment, voilà, sincèrement, je ne suis pas surpris par le fait que vous n'ayez aucune réponse de la Technical Support Unit parce que ils ne sont même pas sous l'eau, quoi. Ils sont dans la fosse des Mariannes, quoi. Donc voilà, mais il manque ce lien. Donc, est-ce que ça pourrait être donc une demande, une volonté en fait que soit inclus dans les prérogatives du GIEC d'assurer ce lien envers les deux journalistes. Mais voilà, là c'est un niveau un peu plus élevé encore. Je crois me souvenir que le premier rapport du GIEC, celui de 90, était traduit dans les 6 langues, en tout cas les 2 premiers tomes étaient traduits dans les 6 langues de l'ONU. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Je conçois que ce soit difficile de traduire 15 000 pages en 6 langues. Néanmoins, ça pose un problème d'accessibilité à la société civile dans son ensemble, parce que si elle ne maîtrise pas l'anglais, et encore un anglais jargonneux et scientifique, eh bien, elle n'a pas accès à cette connaissance.
Je vais peut-être réagir aussi sur la question de l'impact médiatique, la couverture médiatique. Alors, j'entends qu'il y a une difficulté pour vous de vous procurer le rapport, mais c'est un petit peu intrinsèque au processus, puisque le SPM, le résumé pour décideurs, il change jusqu'au dernier moment. Donc, à moins de faire la présentation aux médias une semaine après la réunion des pays, je ne vois pas bien comment on peut changer ça. Alors peut-être que les chapitres qui n'ont pas vocation à changer de manière fondamentale pendant ou après la réunion des parties pourraient être communiqués avant, je ne sais pas. Je pense qu'il y a peut-être aussi quand même une peur d'avoir des fuites. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, on peut en parler. Mais effectivement, nous, on a été contactés bien avant la sortie par des journalistes qui voulaient commencer à avoir des informations. On était bien capables où on ne souhaitait pas forcément répondre. Après, sur la couverture elle-même, à partir du moment où les choses ont été rendues publiques, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Mais bien évidemment, la presse a voulu déborder sur des sujets connexes, sur comment est-ce qu'on fait la transition énergétique, voilà, sur les solutions. Et donc, c'est là où il y a un petit peu un décalage. Moi, je me souviens du téléphone sonne où il y avait Valérie le soir de la présentation du rapport. Elle était bien en mal de répondre à certaines questions. Elle recentrait toujours le débat sur la physique du climat, et ce qui paraissait un petit peu décalé, quoi. Donc, c'est pas un reproche, hein, je trouve que c'est naturel qu'il faut aller vers ces questions-là, mais des fois, on n'est pas toujours armé. Et ça rejoint peut-être un peu ce qu'avait dit François sur le fait qu'il y a quand même quelques sujets tabous aussi dans le GIEC. Alors, François a mentionné l'immigration. Je pense qu'il y a aussi la question de la population qui est très rarement abordée. Il y a la question de la faisabilité des scénarios, où des fois, on a quand même dans le troisième groupe de travail, on a un petit peu mal de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et quelles sont les conséquences socio-économiques des scénarios en termes d'agriculture, en termes de sobriété, en termes de population, voilà, de BEX, de solutions de captation du CO2. On voit là dans le groupe de travail numéro 1 que la géo-ingénierie, elle est contenue, on en discute dans les chapitres, mais il n'y a rien dans le résumé pour décideurs, ce qui n'est pas le cas du 5e rapport d'évaluation, hein, dans le 6e, et le choix a été fait de rien mettre. Donc, quelque part, voilà, il y a un peu des sujets, il me semble qu'on évite, alors qu'ils sont pertinents, parce que voilà, la transition énergétique, la transition écologique et énergétique, ça va pas être facile. Alors, toute une série de questions rapides de Yves Guitin. Oui, bonjour à tous. Excusez-moi, j'ai pris le webinaire là en cours. Donc, s'il y a des questions auxquelles vous avez déjà répondu, vous n'en tenez pas compte. La première, est-ce que tous les pays sont membres du GIEC? Et parmi tous les pays qui sont membres, est-ce qu'ils le sont encore? Est-ce qu'il y en a qui ont quitté le GIEC? Autre question, quelles sont les grandes préconisations du GIEC qui ont été suivies de décisions gouvernementales? Et la dernière question, c'est le rapport entre le GIEC et les COP. Alors, je sais que le GIEC, c'est à des intervalles de 5 ou 7 ans, et les COP, c'est tous les ans. Est-ce que c'est complémentaire ou concurrent, puisque tous les deux, si je ne dis pas de bêtises, dépendent de l'ONU? Moi, je peux répondre. Oui, François Non, vas-y. Donc, vous me corrigerez, mais à ma connaissance, oui, tous les pays sont membres du GIEC. Est-ce qu'il y a des pays qui ont quitté? À ma connaissance, non. Alors, il y en a qui sont plus ou moins actifs, hein. Je connais des réunions du GIEC où le représentant de tel pays vient le premier jour et le dernier jour, et puis on ne le voit jamais au milieu. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste quand même vraiment intergouvernemental. Et il me semble que le GIEC a amené beaucoup de choses, hein, dans la négociation internationale sur le 2 degrés. Alors là, pour le coup, le 2 degrés, c'est plus un processus un peu itératif entre la science et la politique, mais bon, ça c'est quand même une grande avancée. La neutralité carbone, ça c'est vraiment des concepts qui ont été mis dans le GIEC, à R4 et à R5, et qui se traduisent par des choses dans les COP. Et donc, effectivement, le GIEC fournit le matériau sur lequel les COP
peuvent s'appuyer. Et donc, de ce point de vue-là, c'est complètement complémentaire. Hein, Et c'est d'ailleurs très dommage que la pandémie de coronavirus ait décalé la publication du rapport, en tout cas d'une partie du rapport, après la COP26, parce que les grandes décisions, les grandes COP ont toujours été précédées d'un rapport du GIEC. Et donc, on a vraiment eu un impact sur la décision publique assez conséquent. En fait, c'est le matériel qui sert aux négociations. Tout à fait. Merci. Alors, y a-t-il d'autres commentaires, questions, remarques, critiques, propositions? Oui, j'ai justement une question par rapport au fait que le décalage entre le groupe 3, enfin même le groupe 2 et 3 et la COP26, j'ai du mal à comprendre l'utilité des conclusions de ce qui va être écrit par les groupes 2 et 3 qui vont arriver après la COP26, qui va être un rendez-vous majeur. Donc, pour moi, il y a une interrogation sur le décalage là, entre deux temporalités. Oui, c'est très regrettable. Rapport 2 et 3, quoi, franchement. C'est très regrettable. C'est lié à la pandémie de coronavirus, mais c'est très, très regrettable. Je pense qu'il aurait fallu, je ne sais pas, accélérer certaines choses. Oui, je ne peux pas dire autre chose que ça. D'autant plus que, enfin, moi, je l'ai beaucoup constaté pour le groupe 2 et sans doute pour le groupe 3. Ça s'est sans doute un peu moins senti pour le groupe 1 qui était, lui, plus avancé dans ses travaux, mais que le passage des réunions en ligne a considérablement retardé, complexifié le rapport. Et je ne crains pas de le dire, que je pense que les rapports des groupes 2 et 3, dont une partie était rédigée en ligne, seront malheureusement de moindre qualité scientifique qu'auparavant, parce que toute une série de choses qui auraient pu être décidées, résolues sur des réunions physiques, quelque part n'ont pas pu l'être en ligne. Et je ne crains pas de dire que moi, j'ai lâché l'affaire sur certains trucs, parce que si on rediscutait de certaines formulations, etc., on était reparti pour des dizaines d'heures de réunions en ligne et que j'en avais juste marre. Ouais. Alors que c'est un truc qui aurait été réglé en 10 minutes autour d'un café. Ouais, je vais compléter ce que tu dis, François. C'est vraiment regrettable et je pense que tous les auteurs regrettent ce décalage. Sur l'impact du Covid sur le groupe 1, il a, je pense, été bien moindre dans la mesure où on s'était déjà vu 3 fois, on se connaissait, on est arrivé à faire des petites réunions et je comprends les difficultés du groupe 2 et 3 qui étaient déjà moins avancées. Je pense que si on avait été à votre niveau, la qualité du groupe 1 aussi aurait été certainement un petit peu moindre. Là, je ne pense pas qu'il ait joué sur ce groupe 1, voire même peut-être qu'il a amélioré. Enfin, amélioré. Bon, on ne peut pas refaire le monde, mais en tout cas, il nous a permis de nous focaliser énormément en particulier sur la rédaction du résumé aux décideurs, qui est le plus court, qui n'ait été jamais approuvé. Sa dimension, enfin, sa longueur a été divisée par 3 initialement. Donc, il a été rajouté pendant la séance, il a été allongé pendant la séance de négociation, à peu près de 1/3, voire 50%, parce que les délégués ont demandé plus de précision. Mais on a fait cet effort de synthèse qui était massif de construire un résumé aux décideurs en 10 pages, quoi. Et cet effort-là a vraiment été bénéfique, mais parce qu'on était mûr avant. Alors, une question-remarque de Julien Le Provost. Oui, donc 2 remarques par rapport aux échanges qu'on a quand même. On parlait de discuter, d'en parler dans les médias, mais est-ce que le GIEC souffre pas de l'absence de peut-être d'un représentant ou d'un porte-parole bien identifié et facilement accessible, donc ça ferait vraiment le rôle à temps plein. Et après, il y a aussi peut-être une difficulté, moi je parle en tant que journaliste, le problème entre le côté un peu scientifique et parfois très froid des conclusions qui sont faites et les émotions que ça suscite, et c'est pas évident, parfois les gens attendent de l'émotion. Moi je vais vous donner un exemple, je m'occupe d'un site web qui s'occupe de l'environnement. Un de mes meilleurs articles de l'année, ça a été un article qui était, en termes de clics, qui a été titré les conclusions catastrophiques, cataclysmiques du rapport du GIEC, qui était une dépêche AFP. Et c'est un de mes meilleurs clics de l'année. Et je pense que les gens, le grand public, réagit beaucoup à l'émotion plus qu'à la science pure. Malheureusement ou heureusement, ça je laisse chacun juger.
Donc, critique adressée à Jonathan Lynn, qui n'est pas considéré comme le porte-parole du GIEC. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faudrait presque un porte-parole par pays, je ne sais pas. Non, mais c'est-à-dire qu'il y avait auparavant un président du GIEC qui, disons, était assez charismatique et présent dans les médias, Rajendra Pachauri, et que lors de l'élection du nouveau président, les gouvernements ont voté pour quelqu'un qui est indéniablement moins charismatique et plus discret. Et de ce fait, la plupart des gens ne connaissent plus qui est le président du GIEC. Et donc, c'est une volonté délibérée des gouvernements d'avoir choisi effectivement un candidat discret et peu charismatique. Oui, il aurait pu être belge, d'ailleurs, le président du GIEC. Un candidat belge qui n'a pas été élu. Avec les plus belles cravates de toute la COP. Il est passé au Grand Cactus il n'y a pas très longtemps. Si vous connaissez, c'est une émission belge. Je vais juste rebondir peut-être sur la notion d'émotion et puis de perception. Je pense que c'est absolument essentiel de faire passer les messages via ces canaux-là. On sait très bien que le seul canal scientifique rigoureux, avec le phrasé classique du scientifique, ne passe pas et ne suffit pas. Il faut insérer tout ça dans le quotidien, dans l'émotion, dans ce que ça touche. Alors, on a essayé en termes de communication d'aller sur ce terrain-là et de rapprocher en fait les conclusions du quotidien en fait de l'ensemble des personnes. C'est pas évident. Il y a aussi un débat dans notre communauté sur jusqu'où on va dans ses émotions, dans ses perceptions. C'est pas quelque chose qui est tranché. La place du scientifique et la manière dont le scientifique transmet son information. Donc voilà, ça se discute, mais je vous rejoins totalement sur le fait que sans émotion, les conclusions passent moins. Et alors moi, c'est une anecdote personnelle que j'avais vraiment expérimentée quand on avait fait en 2015, quand on avait monté l'opération Train du climat, où on rencontrait vraiment des citoyens, l'ensemble des citoyens français, représentatifs en tout cas des citoyens français, c'est-à-dire pas ceux qui viennent non plus à nos conférences ou pas ceux qui lisent certains journaux. On voyait très bien qu'il fallait embarquer ces visiteurs dans leur histoire, dans l'émotion, dans la perception, dans leur vie, une espèce de narrative, du storytelling, c'est à la mode, mais c'est vraiment, vraiment important de faire cet effort-là. Mais ce n'est pas facile. Et les formats aussi qu'on nous... Alors là, je retourne un petit peu l'argument, c'est les formats que l'on a sur certains médias aussi, qui sont très courts, qui sont très punchy, nous permettent pas de développer non plus ces perceptions. En tout cas, moi, personnellement, j'ai du mal à développer, à faire passer certaines émotions dans des formats très contraints comme ça. Et je pense que par des interviews un peu plus longues qui montrent aussi ce qu'est un auteur du GIEC en tant qu'humain, parce qu'avant d'être scientifique, on est humain, avec nos propres émotions, nos propres craintes, etc., etc. Ça peut être intéressant pour compléter en fait les conclusions scientifiques. Dominique, une question? Oui, j'aurais voulu poser une question sur les liens entre le GIEC et l'IPBES. Vous savez que de plus en plus, on parle de climat et de biodiversité. Est-ce qu'il est prévu dans le travail du GIEC de se rapprocher un peu de leurs confrères de l'IPBES, et est-ce qu'il pourrait y avoir des thèmes communs aux deux problèmes, perte de la biodiversité et réchauffement climatique? Ma question va peut-être un peu à François Gémen, mais voilà. Oui, non, simplement pour dire qu'effectivement, les liens sont de plus en plus nombreux, à la fois sur le plan empirique, mais aussi dans l'organisation scientifique. Il y a eu un rapport commun entre les GIEC et l'IPBES il y a quelques mois déjà. Je pense que c'est sans doute quelque chose qui va se poursuivre, quelque chose qui gagnerait à être organisé sous la forme de rapports spéciaux, par exemple, avec néanmoins une difficulté, c'est que ce sont deux processus de négociation assez différents. Et ça, effectivement,
où je pense qu'il faudrait rassembler et connecter davantage ces deux processus de négociation. Mais effectivement, les rapports parlent à des processus de négociation différents. Mais je trouve que le rapport commun publié il y a quelques mois était une excellente chose et ça serait sans doute utile qu'il puisse y avoir des rapports communs sur certains thèmes qui touchent aux deux sujets. Je pense par exemple à la question de la déforestation. Ça me paraîtrait pouvoir constituer un bon thème de rapport spécial entre les deux groupes. Agriculture. Ou agriculture, est en autre, effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, pour commander un rapport au GIEC, c'est uniquement du ressort de la COP ou de tous les gouvernements qui participent au GIEC, ou est-ce qu'il peut y avoir une tierce voie? Il peut y avoir d'amicales pressions qui viennent de l'extérieur, mais au final, la décision est une décision qui ressort de l'Assemblée générale du GIEC. Il est certain, mais s'il est certain que si un gouvernement propose de financer tel ou tel rapport, ça facilite les choses, par exemple. Parce qu'il y a aussi une question budgétaire, évidemment, qui intervient là-dedans. Bien sûr. Après, il faut voir quels sont les outils disponibles au GIEC. Hein. Il y a les rapports spéciaux qui SR 1.5, les terres émergées, les océans. Dans le passé, il y a eu aviation climat. Mais ça, c'est assez lourd. Et après, il y a les réunions d'experts. Et ça, c'est beaucoup plus léger, mais c'est beaucoup moins rigoureux, beaucoup moins complet. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de... Alors après, il y a peut-être ici, il y a peut-être un autre outil intermédiaire qui me semble une sorte de papier technique, je crois, mais qui n'a pas le processus de revue complet. Donc c'est peut-être ça qu'il faut aussi revisiter un petit peu, voir est-ce que les différents outils sont appropriés, est-ce qu'il ne faut pas en inventer d'autres. Mais à chaque fois, ça va être un compromis hein, entre la rigueur, la complétude et puis l'agilité. Parce qu'on peut multiplier les questions, hein, comme celle que vous avez posée. Pour qu'on ait un ordre d'idée, là, un processus comme celui qui aboutit à l'AR6, donc 3 tomes plus les tomes satellites, c'est les centaines d'auteurs, les milliers de relecteurs, etc. C'est un budget de combien? Combien il faut investir d'argent pour arriver à un travail pareil? Difficile à dire, c'est pas énorme, c'est pas gigantesque, hein, c'est l'entretien d'un petit secrétariat, etc. Il faut financer les réunions des auteurs, puisque les auteurs ne sont pas payés, mais par contre, leurs frais de voyage sont quand même remboursés en principe. Même si, par exemple, en France, ce n'est pas totalement le cas. Non, certains auteurs français doivent apporter des fonds de leur labo pour participer aux réunions. Mais la France est un cas unique quand même, je crois. La plupart des chercheurs des autres pays sont quand même financés par leur gouvernement. En tout cas, leurs frais de voyage sont financés par leur gouvernement. Juste sur le budget du GIEC, là, je viens juste de regarder là, sur le site web, le budget du GIEC en 2018, c'est 6 millions d'euros. Oui, mais ça, ce n'est pas le budget consolidé. Hein. Non, ce n'est pas le budget consolidé. Mais de quoi des 3 TSU ou alors même du GIEC central? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est dérisoire. Voilà. On demande beaucoup au GIEC, mais en fait, il y a 6 millions. 6 millions à l'échelle, c'est absolument rien à l'échelle internationale. Donc voilà. Et puis en plus, sachant que, comme je disais dans le chat, les TSU changent à chaque fois. Donc ça, il y a peut-être un besoin aussi de revoir ce fonctionnement-là. Mais est-ce que ça ne va pas avec non plus les missions du GIEC qui, s'ils ne sont pas revus, bon, ben, voilà, le budget ne va pas forcément changer, quoi. Donc c'est la volonté des États, et comme disait François, c'est vraiment au sein du bureau du GIEC, des 195 représentants qui font que tout se décide là. Donc je pense que des États seraient prêts ça serait bien que des États soient prêts peut-être à mettre un peu plus d'argent pour financer des études particulières, et puis avoir aussi le staff qui va derrière, et puis l'ensemble des liens qu'il faut entre les auteurs et la société civile, quoi. Nous étions convenus de finir aux alentours de 15h15. Y a-t-il de dernières questions, remarques, critiques?
Non, visiblement, on a asséché le sujet. Je vais tous vous remercier de nous avoir consacré un temps précieux, de nous avoir apporté beaucoup d'éclaircissements sur quelque chose qui n'est pas aussi évident que ça, et très bientôt sans doute pour de nouvelles aventures climatiques. Merci. Merci pour vos questions. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tous.